Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens d'une part à saluer les efforts réalisés par notre collectivité afin de permettre à ce que cette dernière reste, en tout cas à court terme, propriétaire du site et des locaux de l'université mis à disposition. À l'aide de cette délibération et des annexes présentes au dossier, j'ai pu étudier en détail le projet. Ce sont des éléments que je n'avais pas à ma connaissance jusqu'à la semaine dernière. C'est donc pour cela qu'au département, début mars, j'ai voté pour la délégation de maîtrise d'ouvrage au département. En effet, j'ai pensé faciliter les accords de notre majorité communautaire et conserver ainsi la solidité du dossier que je pensais être le moindre mal, ou en tout cas le plus acceptable. De nombreuses questions subsistent quand même après l'étude de cette délibération et de ses annexes. Les éléments inexistants ou en attente sont pourtant fondamentaux pour pouvoir éclairer les votes, pour gagner en transparence et donc en confiance, mais également ne serait-ce que pour borner une subvention d'argent public à un établissement privé confessionnel. D'une part, en ce qui concerne le bail, il n'y a aucune donnée précise sur la durée et sur le coût du loyer, comme on a pu en attester à l'instant. Une nébuleuse est toutefois mentionnée au sein de l'article 5-1 de l'annexe 4, qui évoque une capacité financière de l'UCO de 150 000 € annuels. Je m'interroge. D'où provient cette somme? Avez-vous eu connaissance du budget annuel de l'UCO? Est-elle compatible avec le remboursement d'un emprunt de 3 millions d'euros et qui peut en attester? En s'appuyant ainsi sur cette somme de 150 000 €, est-ce l'UCO qui fixe seul son loyer? Il est mentionné ailleurs dans la délibération, dans l'article 1.3, que la durée et le montant du loyer viseront à mobiliser la participation prévue par l'UCO à hauteur de 3 millions d'euros. Cette somme de 3 millions d'euros, initialement fléchée UCO dans un premier projet de financement, apparaît maintenant noyée dans un montant de 5,5 millions, fléché Laval-Aglo. Pourquoi cette nouvelle version? Et quelle en est pour notre collectivité et pour l'UCO? La nature du bail m'interroge également, car dans le cadre d'un bail amphithéotique, ce qui est donc proposé ici, l'amphithéote, l'UCO devient quasi-propriétaire d'un bien qui lui est donné à bail. Cela signifie que celui qui profite du bail sur une longue durée avec un loyer modéré devient quasi-propriétaire à la fin du bail. Ainsi, donc, l'UCO serait placé dans cette situation de quasi-propriétaire. On aura l'occasion d'y revenir alors. Il conviendrait, pour garantir en pleine transparence au dossier, de joindre dès maintenant le bail avec la convention de mise à disposition des locaux. En l'état, les fondamentaux demeurent les grands oubliés ou les grands attendus. Par ailleurs, l'estimation du projet a été réalisée en 2020. Avec la forte augmentation actuelle des coûts de construction et de matériaux, qu'en est-il de ces frais supplémentaires? Plus qu'éventuels, disons-le, certains. En effet, dans l'annexe 2, article 6-2, il est stipulé que le mandant s'engage à prendre à sa charge tout éventuel surcoût rendu nécessaire pour le bon achèvement du projet et notamment du fait des aléas administratifs, économiques, techniques. Le mandant, je demande une précision, dans ce cas, c'est bien Laval Agglomération. Au regard des capacités financières de l'agglomération, de sa mise en fragilité par cette subvention de 2,5 millions, de l'emprunt contracté qui fragilisera toujours plus la capacité d'autofinancement de notre collectivité et alourdira, c'est certain, son endettement, comment sont prévus ces surcoûts? Disons-le, inévitables. Et qui les prendra en charge? Une autre question m'anime. Dans l'annexe 4, la convention encadrant la mise à disposition, article 4-2, il est noté qu'en cas de non-atteinte des objectifs de 700 élèves, les locaux inutilisés pourraient être réaffectés seulement avec l'accord de l'UCO. Donc je vous pose la question, mes chers collègues, à votre avis, quel choix ferait l'UCO entre une proposition d'enseignement public et une proposition d'un enseignement privé catholique? En tant que propriétaire, ne serait-ce pas à nous, Laval Agglomération, de choisir le potentiel colocataire? Et même puisque nous parlons d'argent public, nous pourrions tout à fait imaginer, dans cette hypothèse, que ces locaux soient mis à disposition gracieusement à l'enseignement supérieur public et donc éventuellement également à l'université publique du Maine. Monsieur le Président, lors d'une rencontre avec le CODUL, le collectif pour le développement de l'université à Laval, vous aviez évoqué des contreparties demandées à l'UCO. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, aucun document n'en mentionne. Je pense que le collectif, comme les élus que nous sommes, et les citoyennes et les citoyens sont en droit de savoir quelle est la plus-value pour notre collectivité
dans ce projet. La crise sanitaire démontre de façon éclatante le besoin d'un enseignement supérieur public pour faire face aux défis sanitaires, écologiques, sociaux, humains, pour former des citoyennes et des citoyens capables d'intervenir dans le débat démocratique et d'en comprendre les enjeux, pour combattre l'infantilisation et les manipulations de notre monde moderne, mais aussi pour faire face à la crise économique qui impacte particulièrement les jeunes. J'aimerais rappeler qu'une année de licence dans l'enseignement supérieur public coûte 170 €. Ce sont des frais de scolarité auxquels s'ajoutent des frais dits de contribution de vie étudiante et de campus à hauteur de 92 €. J'ai fait une simulation rapide sur le site de l'UCO et cela nous permet de mesurer des frais pour une licence, par exemple, variant de 2 940 € à 6 900 € par an. On comprend vite ici que l'UCO, ce n'est pas l'école de tous les jeunes. Les formations s'adressent d'abord aux enfants des familles les plus aisées. Et ce n'est pas parce que l'UCO affiche une part significative d'étudiants boursiers que l'on doit se résoudre à considérer comme normaux des coûts de formation inaccessibles pour les familles les plus modestes. C'est donc générateur d'inégalités sociales. Comment permettre donc, face aux défis qui attendent les générations futures, de former les citoyens et les citoyennes de notre département, quand on sait le revenu moyen de certaines familles en Mayenne, les difficultés qu'elles rencontrent? Comment s'assurer aujourd'hui que l'Université catholique de l'Ouest à Laval profitera aux jeunes de notre territoire et à tous les jeunes, quels que soient les revenus de leur famille? Ces questions ne se posent pas lorsque c'est un enseignement, une université publique qui s'installe ou se développe. C'est bien de cela dont on parle lorsqu'on évoque l'égalité des chances. Ce ne sont pas des critères géographiques, mes chers collègues, qui jalonnent le parcours d'un étudiant, c'est bien des critères économiques. Et je n'ai pas encore évoqué les frais liés à la vie d'un étudiant, comme le logement, l'alimentation, le divertissement, le matériel pédagogique, l'habillement, etc. Dans un récent ouvrage nommé La Poudrière, qui est sorti l'année dernière sur l'extrême droite, les auteurs évoquent justement la Cato d'Angers en ces termes. La montée de l'extrême droite et de ses débordements ultra dans le sillage de la manif pour tous, ce n'est pas un phénomène angevin, mais elle a trouvé un terrain de choix dans les milieux catholiques réactionnaires de la ville. La région est aujourd'hui le creuset d'un radicalisme chrétien de plus en plus vivace dans les universités privées. C'est ce que dénonce un professeur dans une lettre ouverte. L'UCO, la célèbre université catholique de l'Ouest, surnommée la Cato, qui regroupe 1000 étudiants à Angers et dans ses 6 antennes, a vu grandir en son sein l'influence de la communauté de l'Emmanuel, depuis sa nomination en 2012 de Dominique Vermersch, le nouveau recteur donc, de l'UCO Angers, et qui est un membre important. Cette association de fidèles est née d'un groupe de prière dans les années 70 et se distingue par son prosélytisme. Elle rassemble 10 000 personnes, ce qui paraît peu, mais son influence dépasse largement ce cercle. Elle est la clé de voûte du renouveau charismatique en France et exerce une influence croissante au sein de l'Église. Beaucoup dénoncent la radicalisation de la Cato depuis l'arrivée de Vermersch à sa tête. Le Gallou, qui n'est autre qu'un haut fonctionnaire et homme politique français d'extrême droite, y tient régulièrement des conférences. Le 18 février 2014, plus de 600 étudiants viennent assister à un exposé intitulé « L'écologie humaine » par Tugdual Derville, porte-parole de la Manif pour tous, et délégué général d'Alliance Vita, une association fondée en 1993 par Madame Christine Boutin, qui milite d'ailleurs contre l'avortement, contre l'euthanasie et contre le mariage de personnes de même sexe. À la fin de la conférence, un petit groupe d'étudiants se lève pour protester que leurs questions ne soient jamais remontées à la tribune. Ils sont expulsés par un service d'ordre privé, mais toléré par l'université. Certains devront même aller se faire soigner au CHU voisin. Le personnel administratif et les enseignants dénoncent la gestion autoritaire du nouveau recteur et fait exceptionnel dans l'université, débraie plusieurs heures en 2015. Ce n'est pas vraiment ce que l'on peut souhaiter, espérer comme attractivité pour notre collectivité, vous en conviendrez. Cette subvention et in fine cette mise à disposition de locaux à l'UCO s'avère être non seulement un beau cadeau fait à l'université catholique qui pourra, avec son chèque en blanc, de manière déloyale, concurrencer l'université du Maine, l'université publique et accélérer ainsi la destruction du service public d'enseignement supérieur et imposer toujours plus de précarité et de concurrence chez les jeunes. L'attractivité du territoire ne peut servir à ce point d'argument pour justifier le financement public d'une organisation religieuse, même si elle est reconnue d'intérêt public.
Choisir de soutenir ce projet de l'UCO, c'est porter atteinte à la laïcité, valeur fondamentale de notre République. C'est l'article 2 de la loi de 1905 qui stipule que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ainsi, l'argent public ne doit être réservé qu'au service public. Je conclurai sur ce que j'ai pu évoquer en plénière, Monsieur le Président. Rappelez-vous, mes chers collègues, je proposais que l'on puisse porter plus d'ambition pour l'enseignement supérieur public sur notre territoire. Nous pourrions, au nom de l'égalité des chances, au nom de la laïcité, mais aussi au nom du pluralisme, lancer un appel à projet à hauteur de la subvention envisagée ici pour accompagner le développement ou le renforcement de l'enseignement supérieur public. Toutes ces questions, ces zones d'ombre, ces incertitudes et cet abandon des valeurs de laïcité et ces valeurs républicaines me poussent à voter contre cette délibération si vous refusez d'ajourner cette délibération, excusez-moi, pour pouvoir apporter plus d'éléments, comme notamment le bail ajouté à cette mise à disposition